Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé « Israël dans la région », Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous avons choisi d'aborder cette semaine un sujet chevauchant de près l'actualité pour analyser comment l'État hébreu doit faire face à une situation géopolitique régionale de plus en plus dangereuse, marquée par le déploiement militaire iranien en Syrie, le début de retrait de l'US Army de ce pays, décidé par le président Trump, et aussi le rôle proéminent joué par les Russes dans toute la région. Rappelons donc quelques données de référence pour situer notre analyse. Comme l'ont fait remarquer plusieurs experts israéliens, c'est toute la façade orientale de la Méditerranée où transite, entre autres, 90% du commerce extérieur de l'État hébreu et où se trouvent aussi les fameux gisements de gaz naturel Léviathan et Tamar, susceptibles, comme on le sait, de provoquer un véritable switch énergétique, économique et donc géostratégique très profitable à l'État hébreu. C'est dans cette zone qu'on a affaire à un problème puisqu'elle est devenue une région de plus en plus convoitée et turbulente. D'autant que, joignant les menaces à l'action, le Hezbollah pro-iranien et le Hamas de Gaza ont déjà investi dans la constitution de forces navales agressives pour affronter la marine israélienne. Et que dire aussi de la présence navale renforcée dans ce même secteur de la Méditerranée, qui en fait est la façade costale d'Israël. Eh bien, que dire de la présence renforcée de la Russie et de la Chine et même de l'Iran ? Dans ce contexte dangereux et volatile, le désengagement américain en cours en Syrie et dans tout le Moyen-Orient, qui fut déjà entamé, comme vous le savez, par Obama et qui est maintenant confirmé par Trump, va affaiblir davantage l'armada de la 6e flotte américaine, laquelle a renoncé à déployer en permanence un porte-avions dans la région, à l'heure où les grands pays européens eux-mêmes ont beaucoup réduit leur présence navale. Autre élément, second point qui se greffe à ce tableau, c'est ce tableau géopolitique et géostratégique régional, ce sont les risques pour Israël de la confrontation en Syrie. Après celui de mai dernier, le second round du face-à-face militaire direct entre l'Iran et Israël, qui est intervenu en Syrie le 21 janvier dernier, voilà quelques jours, a scellé la nouvelle tactique de Tsahal dans cette confrontation assez sophistiquée où l'armée israélienne doit aussi prendre en compte l'important déploiement des forces russes protégeant le régime local d'Assad. Même si les événements survenus donc voilà 10 jours en Syrie ressemblent d'assez près à une réédition de ce qui s'était passé au début de mai 2018, quand Israël, on s'en souvient, qui avait fait un premier raid contre des positions iraniennes, a attendu que les gardes de la révolution islamique tentent de riposter en tirant une vingtaine de missiles sur Israël, dont la plupart n'ont pas atteint le territoire. Eh bien, Tsahal a attendu que les Iraniens se manifestent pour frapper alors très massivement leurs quartiers généraux, leurs bases et leurs arsenaux. La réutilisation, en fait, de ce stratagème en forme de piège tendu aux Iraniens constitue en tant que tel, un véritable tournant dans cette confrontation, un switch qui a été d'ailleurs confirmé voilà quelques jours par Tsahal. Il y a donc deux changements majeurs ces derniers jours dans la tactique militaire d'Israël, celui dont je viens de parler, attirer les Iraniens pour mieux riposter, et puis il y a aussi, donc à part ces attaques elles-mêmes contre les Iraniens, le second switch qui a été opéré par Tsahal il y a quelques jours a consisté à revendiquer ouvertement ces raids de riposte très énergique contre donc, les infrastructures iraniennes basées en Syrie, ce qui n'avait pas été le cas lors des affrontements de mai 2018, c'est-à-dire d'il y a 6 mois. Et voilà ce qu'a écrit à ce sujet le porte-parole de l'armée israélienne sur Twitter, quelques heures après la riposte israélienne. En réponse aux missiles sol-sol tirés vers le plateau du Golan par les forces iraniennes près de Damas, nous avons commencé à frapper des cibles iraniennes de la brigade Al-Quds sur le territoire syrien avec nos avions de combat, dont des entrepôts d'armes, un site situé à l'aéroport international de Damas, un QG des renseignements et un camp d'entraînement iranien. Nous mettons aussi en garde, conclut donc le porte-parole de Tsahal, les forces armées syriennes contre toute tentative de nuire aux forces ou au territoire israélien. Et dans un communiqué ultérieur, le même porte-parole de Tsahal devait ajouter, en déclinant clairement ce que nous essayons de démontrer, c'est-à-dire l'équation révisée de la tactique israélienne. Il a écrit ceci, il a dit ceci dans ce communiqué: cette attaque iranienne contre le territoire israélien est une preuve supplémentaire des objectifs réels de la tentative de déploiement de l'Iran en Syrie et des dangers qu'il représente pour l'État d'Israël et la stabilité de la région. Et il conclut en forme d'avertissement: Tsahal continuera donc à agir fermement et contre l'établissement iranien en Syrie. Fin de citation. En fait, il faut rappeler, avant de terminer le débat avec notre invité, qu'Israël a 3 objectifs en Syrie.
Les trois piliers de cette campagne israélienne de raids aériens, qui se poursuivent depuis quelques années, mais qui s'intensifient, et aussi avec des tirs à distance, s'appellent en fait campagne d'entre-deux-guerres, c'est le terme traduit de l'hébreu, afin de repousser au maximum, en fait, c'est comme ça qu'on le conçoit à l'état-major de Tzahal, de repousser au maximum la date de la prochaine confrontation centrale régionale, qui semblerait devoir venir tôt ou tard. Alors, quels sont les trois objectifs d'Israël en Syrie ? Un, empêcher la constitution d'un front Iran, Hezbollah, miliciens chiites irakiens sur le versant syrien du plateau du Golan, à frontière nord d'Israël. Deuxièmement, saper à la base le déploiement iranien en tant que tel en Syrie. Et troisièmement, dissuader le Hezbollah et les autres miliciens chiites pro-iraniens d'acquérir des missiles et des roquettes à longue portée. Des objectifs sur la viabilité desquels, il faut préciser, il existe en Israël un large consensus, aussi bien dans l'établissement sécuritaire, auprès des dirigeants politiques, dans la classe politique et dans l'opinion publique. Or, l'escalade actuelle à laquelle se livrent les Iraniens, qui tentent aussi les Syriens, puisqu'il faut se rappeler qu'en fin de semaine dernière, après ces tirs à la fois iraniens puis israéliens, les Syriens avaient menacé de bombarder l'aéroport Ben Gurion, d'où le déploiement il y a quelques jours dans le Gush Dan, à la région autour de Tel Aviv et de l'aéroport, du système anti-roquettes d'hommes de fer. Donc en fait, cette campagne suscite quelques inquiétudes sur la poursuite si vous voulez, de cette stratégie, du moins sous sa forme actuelle. D'autant que selon certains experts en stratégie, qui rappelle pour l'occasion comment les raids israéliens qui furent décidés et exécutés de 1964 à 1967 contre la Syrie pour riposter à ces pilonnages intensifs des localités israéliennes autour du lac de Liberia, eh bien, avaient débouché sur la guerre des 6 jours. Or, la poursuite de cette tactique de fermeté et à présent de publicité, comme on vient de le dire, de la campagne israélienne actuelle pourrait pousser Téhéran, selon ces experts, et aussi ses supplétifs en Syrie et au Liban, à une fuite en avant belliciste incontrôlée contre l'État hébreu. Ce que montrent clairement les dernières menaces apocalyptiques du cheikh Nasrallah, le numéro 1 du chef du Hezbollah. Il a l'habitude de faire ses discours, il sort brièvement de son bunker pour menacer Israël, mais enfin cette fois, il a promis d'arroser Tel Aviv et toute la Palestine, je cite, avec ses missiles fournis par l'Iran. Alors, s'il est évidemment crucial pour Israël d'enrayer au maximum la présence russe, présence perse, un lapsus révélateur, en tout cas la présence perse en Syrie, des Iraniens, et de rester attaché à ces trois objectifs qu'on vient de mentionner, il est donc tout aussi crucial de préparer à fond Tsahal et aussi la population civile du pays aux implications qui pourraient s'avérer assez proches de l'ouverture d'un conflit généralisé contre le Hezbollah, la Syrie et les forces iraniennes. En fait, c'est sans doute ce soupçon d'inquiétude et cette crainte de voir la situation régionale déraper qui ont poussé la Russie pour la première fois depuis le déploiement de son armée en Syrie en septembre 2015 à demander publiquement, voilà quelques jours, à Israël de stopper, je cite, stopper ces raids arbitraires dans ce pays, dixit Moscou, c'est pas n'importe quel avertissement. D'où l'impérieuse nécessité pour Israël, mais nous allons en discuter tout de suite avec notre invité, de redéfinir les termes et le contenu de son active coopération militaire entamée avec la Russie, qui vient donc de demander à Israël, je le répète, de cesser ses raids anti-iraniens pour éviter des incidents dans le ciel syrien. Avant de me tourner vers André Darmon, je voudrais aussi préciser une dernière chose. C'est une évidence que, malgré les divers incidents qui ont émaillé depuis presque 3 ans et demi le déploiement militaire russe, la coopération militaire entre Moscou et Jérusalem a pu se maintenir, bon gré, mal gré. Tout simplement parce que les deux parties trouvent des intérêts à la fois opérationnels et politiques communs, et aussi parce que l'État hébreu a accepté, sans trop y croire, la promesse pléthorique de la Russie de maintenir la présence iranienne à 80 km de sa frontière nord. Or, plusieurs facteurs, que je vais énumérer très brièvement, facteurs récents, appellent clairement à une révision des modalités de cette inévitable coopération. Tout d'abord, le fait qu'en dépit de son besoin de l'Iran et du Hezbollah pour sécuriser la situation en Syrie, Poutine n'acceptera en aucun cas que ces deux forces, le Hezbollah et les Iraniens, avec leurs dizaines de milliers d'hommes sur le terrain, n'influent sur la situation politique du pays. D'où de probables tensions en perspective peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, dans cette complexe relation triangulaire entre la Russie, l'Iran et le Hezbollah. La seconde raison, c'est que la rivalité croissante entre le gouvernement libanais et le régime syrien d'Assad, que le Hezbollah voudrait atténuer en jouant de tout son poids à Beyrouth, mais aussi à Damas, pose des problèmes aussi aux Russes. Troisièmement, le départ en cours du contingent militaire américain dont on a parlé à l'instant, qui va laisser les mains libres aux Iraniens pour accroître leur transfert d'armes en Syrie et au Liban, menace davantage Israël à partir de ces deux pays. Alors pour parler
à la fois de cette situation géopolitique assez volatile et dangereuse, mais aussi de sujets connexes. Un autre journaliste est à mes côtés, un homonyme aussi, mais c'est le hasard des noms et pas l'origine familiale. André Darmon, que vous connaissez, vous êtes fondateur, directeur et rédacteur en chef du mensuel Israël Magazine, qui est diffusé en Israël et en France depuis plus de 20 ans et auquel j'ai le plaisir de collaborer d'ailleurs presque depuis sa création. Et vous êtes aussi un fin observateur et analyste de la scène israélienne et régionale. D'ailleurs, vous m'avez signalé que vous voudriez qu'on dise, et c'est pourquoi je le fais, que vous avez créé ce journal peu de temps après votre alia, parce que vous vouliez créer un organe d'information, disons, plénier pour l'ALIA venue de France et des pays francophones. Vous avez été aussi président, vous avez agi dans le domaine social et dans le domaine de l'ALIA, vous avez été président de l'UNIFAN, l'Union des Israéliens originaires de France et d'Afrique du Nord d'Ashdod, et puis vous étiez aussi vice-présidente de l'UNIFAN au plan national, et vous avez collaboré avec l'Agence juive il y a quelque temps, il y a une dizaine d'années, pour créer le premier guide de l'ALIA. Enfin, vous êtes aussi, si je puis dire, romancier, avec deux livres au moins, et musicien, interprète. Alors, André, est-ce que vous êtes inquiet en tant qu'observateur, parce que les choses ont l'air de monter de ton? Est-ce que vous êtes inquiet, comme pas mal de membres de l'établissement sécuritaire du pays, des risques que la situation n'en vienne à déraper en Syrie face à l'Iran et au Hezbollah? Écoutez, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité, Richard. Moi, j'ai toujours pensé que la présence de la Russie, donc au Liban et en Syrie, en tout cas en Syrie, était un élément finalement stabilisateur. C'est-à-dire que je ne crois pas à un dérapage. Je pense que si la Russie est présente, et tout le monde le sait, c'est qu'elle a des intérêts extrêmement importants, économiques, financiers et géostratégiques. Et je ne pense pas que les Iraniens, que les Syriens ou que le Hezbollah infiltré en Syrie ne puissent allumer des mèches sans se faire tirer les oreilles par la Syrie. Donc l'intérêt de la Russie aujourd'hui est de faire en sorte que le calme règne. Alors bien évidemment, il y a des brèches, il y a des petites explosions, bien sûr qui sont importantes et qui peuvent quelquefois violer la souveraineté israélienne. Israël et Tsahal y répondent de manière extrêmement adéquate, mais je ne crois pas à une dégradation de la situation. Mais est-ce que la situation ne peut pas s'envenimer, justement, comme je le laissais deviner tout à l'heure, entre Syriens et Iraniens? Puisque un des hauts envoyés de Moscou, qui s'est rendu en Israël il y a quelques jours, a dit que si les Américains partent, il faudra que les Iraniens partent de Syrie. Est-ce que c'est le rôle que va jouer la Russie, de pousser aussi au départ des Iraniens? Poutine l'a dit de manière extrêmement claire. Il veut réduire absolument la présence iranienne et la présence militaire israélienne. Maintenant que l'Iran soit présente au niveau peut-être économique, au niveau des infrastructures, parce que la Syrie a besoin de se relever de 7 ou 8 ans de guerre, de près de 700 000 morts qui ont été engendrés par ce conflit extrêmement meurtrier. Je ne pense pas que sur le plan militaire, Poutine et la Russie, et Israël bien évidemment, souffrent encore cette présence. Je ne pense pas non plus qu'on en vienne à éliminer totalement la présence iranienne du fait de ses connexions et sur le plan religieux et sur le plan ethnique. Est-ce que, en ce qui vous concerne, comment vous analysez, est-ce que vous la trouvez positive, l'attitude israélienne qui consiste à vouloir à tout prix repousser donc ce déploiement iranien, y compris à chasser les Iraniens de Syrie. Et il faut préciser aussi que la raison invoquée par le gouvernement israélien, c'est que ces forces iraniennes qui veulent la destruction d'Israël se trouvent, je dirais, sur la frontière nord et de facto aux portes d'Israël, malgré les promesses de Poutine de les éloigner. Alors vous avez raison, je veux dire, il est intolérable, et il faut être impitoyable avec ça, de trouver des gardes armés de la Révolution sur la frontière nord du Golan, c'est-à-dire à nos portes. Et ça, je crois que Tsahal ne peut pas le tolérer, ne peut pas le supporter pour la sécurité des Israéliens. Et je pense que de ce côté-là, tout doit être fait pour éradiquer totalement cette présence. Mais si cette présence iranienne, dont je disais qu'elle serait beaucoup plus
technique que militaire, et qu'elle se trouve, j'allais dire, dans les régions un peu plus reculées de Syrie, bien évidemment non armée, je ne pense pas qu'elle puisse gêner. Au contraire, elle pourrait peut-être apporter une espèce de contrepoids, donc non pas au Hezbollah, mais peut-être aux rebelles, etc. Donc, à la limite, je dirais que la Syrie aujourd'hui est un monde de paradoxes où malgré, j'allais dire, ces tensions venues de partout, elles s'auto-détruisent, elles s'auto-équilibrent. Elles se neutralisent. Elles se neutralisent, voilà, je cherchais le mot, merci Richard. Et la seule chose, à mon avis, qui est extrêmement importante, bien qu'aujourd'hui on peut envoyer un missile balistique à 2000 km, à 3000, c'est la présence physique des Iraniens au nord du Golan, sur le côté oriental du Golan, qui est, à mon avis, la chose la plus préoccupante. Justement, face à cette nouvelle dynamique en Syrie et face au risque assez clair d'escalade guerrière incontrôlée de la part des Iraniens, Jérusalem, d'après vous, ne devrait-il pas, en se basant par exemple sur un pacte semblable qui avait été conclu tacitement, je crois que c'était en avril 1996 avec le Hezbollah, qui avait alors défini un pacte tacite, n'est-ce pas, y compris avec le Hezbollah, qui avait défini pour un temps non négligeable les règles du jeu au Sud-Liban, avant donc le retrait israélien. Hein, on était en 96, 4 ans avant le retrait de mai 2000. Mais pensez-vous pas qu'il faudrait saisir l'occasion de la situation actuelle pour qu'Israël aménage avec les Russes un accord de principe qui limiterait la présence iranienne dans le sud syrien, notamment lui proposant un protocole associant aussi le régime Assad, la Jordanie et bien sûr les États-Unis pour éviter toute fuite en avant? Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que les différentes visites de Bibi Netanyahou à Moscou, ces différents entretiens avec Poutine, avec Vladimir Poutine, sont en fait exactement ce que vous venez de dire. C'est que je pense qu'il y a des accords qui sont extrêmement précis, qui ne sont pas officiels et qui sont non pas secrets, mais qui ne sont pas dits de manière, qui ne sont pas verbalisés, font en sorte qu'il y a cet équilibre, non pas de la terreur, comme je disais tout à l'heure, mais un équilibre que Poutine tient à faire respecter en leur disant, voilà, comme on dit en hébreu, Atkan, il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des lignes rouges qu'avec Israël nous avons déterminées. Et là, vraiment, la dernière ligne rouge, comme je le disais tout à l'heure, c'est le Golan. Donc, je pense qu'on leur laisse un petit peu de liberté. Je pense qu'à partir du moment où il y aura des choses... mais je pense que même ces choses graves n'arriveront pas parce que, encore une fois, le maître du Kremlin est là. Et ce qui peut arriver peut mettre en danger et sa présence et la surveillance de ses intérêts financiers, pétroliers, gaziers, etc. Donc aujourd'hui, dans une économie qui pourrait sombrer à cause des prix du pétrole qui pourrait s'envoler si on avait une guerre avec l'Iran, je pense que c'est la dernière chose que Poutine... et on connaît sa détermination et je pense qu'aujourd'hui, c'est lui le patron de la Syrie. Et donc, vous confirmez par là même votre analyse annoncée tout à l'heure, à savoir que la Syrie joue bel et bien un rôle régulateur. La Russie joue un rôle régulateur aussi. Moi, je me suis amusé à regarder que le mot roussi et souris, donc russe, c'est le même mot. Donc, je pense que c'est les deux faces d'une même pièce. Et je pense que oui, bien sûr, il va y avoir des escarmouches, il y en aura toujours, plus ou moins graves, mais je pense, et je le souhaite aussi, en tant que citoyen israélien, je pense que nous ne verrons pas de flambée. C'est intéressant ce que vous dites, confirme les analyses un peu up-to-date, récentes d'experts et de stratèges au plan international, pas seulement dans la région, qui disent qu'on est dans une phase où il y aura de moins en moins de guerres frontales, de deux ensembles qui s'affrontent, mais il y a des demi-guerres, des escarmouches, et c'est typiquement le cas dans... Ah oui, parce que tout ce que... Reportons-nous à la guerre du Liban, reportons-nous à pourquoi la deuxième guerre du Liban a été déclarée. Quelquefois, je ne dis pas, bien évidemment, nous avions eu des soldats tués, ce qui est la pire des choses, mais quelquefois, les guerres ont été déclarées pour beaucoup moins de raisons que nous en avons aujourd'hui et qu'il y en a eu ces derniers temps. Donc, je pense qu'il y a une part de raison qui a intégré le cerveau de certains dirigeants. Et d'autre part, effectivement, si on faisait une analogie, et vous en parlez souvent, Richard,
dans Israël Magazine, ces guerres, ces petites guerres, ces guérillas... des conflits asymétriques. Voilà, les conflits asymétriques où vous êtes face à des armées régulières sont face à des j'allais dire guérilleros ou des terroristes. Et finalement, cette espèce de dysfonctionnement entre deux entités qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs fait en sorte que ça s'arrête extrêmement rapidement. Et cet optimisme, il est même dans l'expression qu'a fondée l'ONU pour désigner ces conflits, parce que ça c'est pas seulement des conflits asymétriques, mais ils appellent ça à basse intensité. À basse intensité, exactement. Alors, et limité dans le temps. Voilà. Ce que nous avons eu depuis le Hamas depuis 2008. Absolument. Alors, justement, comme vous êtes un fin observateur de la scène régionale, mais aussi un analyste de la situation politique interne en Israël, la question que j'ai envie de vous poser, qui est connexe avec ce dont nous venons de parler et les sujets qu'on va aborder qui sont plus israéliens maintenant, c'est comment vous pensez que l'exécutif israélien, c'est-à-dire Netanyahou et son entourage, vont pouvoir gérer sereinement cette situation quand même assez sophistiquée entre Poutine, les Iraniens, le Hezbollah, les milices irakiennes qui servent la cause iranienne. Comment Bibi va pouvoir gérer ça en même temps que ce début de campagne électorale qui est parti sur les chapeaux de roue et qui va durer finalement 2 mois, un peu plus de 2 mois, puisque les élections sont prévues au 9 mars. Est-ce que c'est jouable, ça je ne pose pas la question de savoir si Bibi va dormir un quart d'heure ou une demi-heure ou 1 heure par nuit, mais est-ce que c'est gérable de manière sereine quand on est dans une campagne électorale et en même temps on gère des dossiers aussi sulfureux? Alors d'abord, c'est la 5e fois, je crois, que Bibi, qui a eu 4 mandats, donc je crois que c'est le 5e qu'il va briguer. Et il a toujours été confronté, que ce soit en 2008, en 2019, donc il y a 5 ans, 2014, 2013, oui. Et en 1995, juste après l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Donc ce sont des scénarios qu'il connaît et qu'il a l'habitude de gérer. À mon avis, la seule variable qui pourrait effectivement, beaucoup plus que la situation internationale, c'est sa situation personnelle, qui est très problématique et qui est, sans du tout l'incriminer personnellement, elle est problématique de manière objective, puisque est suspendue une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. C'est éventuellement le chimois, donc le fait d'aller être écouté par les juges, et ou encore peut-être une inculpation qui, d'après ce que j'ai compris, ne pourrait pas l'empêcher de continuer de gouverner et d'être éventuellement élu le 9 avril. Alors, encore une fois, est-ce que vous avez le sentiment que pendant cette campagne, qui va durer assez peu de temps, mais qui va être très intense, on s'en aperçoit déjà, est-ce que vous pensez qu'on va enfin pouvoir parler des dossiers de fond, un peu comme ce que nous faisons ici à cette antenne, que ce soit des dossiers géopolitiques, des dossiers économiques et surtout sociaux, aborder enfin les enjeux et les défis auxquels Israël doit faire face dans les prochaines décennies? Est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, ou on va encore avoir une campagne de réponse du berger à la bergère et d'attaque personnelle, de spot contre le spot de l'adversaire? Et est-ce qu'on va prendre les choses enfin au sérieux dans la classe écoutez, politique? Souvent quand je regarde les débats politiques, quand j'y assiste, etc., j'ai souvent l'impression de me retrouver dans un GAN, dans une école maternelle, où d'ailleurs j'ai des gens de Lapid qui sont venus me trouver, de Yair Lapid, de Yesh Atid, et qui m'ont parlé du programme et je leur ai dit, écoutez, si vous pensez que c'est un programme que de taper de manière extrêmement constante sur Bibi Netanyahou, c'est pas très mature, et c'est pas comme ça qu'on peut arriver à montrer qu'on a un programme. La façon aussi si on se souvient du discours de Benny Gantz, donc l'ancien chef d'état-major, qui brigue aussi donc des sièges à travers son nouveau parti, qui brigue des sièges à la Knesset. Son discours était un discours de bisounours. C'était un discours où, bien sûr, tout le monde a de l'espoir, tout le monde veut que la santé se passe mieux, tout le monde veut que les religieux aillent à l'armée, ou en tout cas fassent un service civil. Tout le monde le veut. Le problème, encore une fois, et je crois que vous l'abordiez souvent, c'est le problème de
non pas de la répartition, c'est le problème des élections. C'est comment les gens sont élus. Alors on a essayé avec le seuil d'éligibilité, ce qu'on appelle le Achuz HaChasima, de limiter les partis, mais il y en a encore plus que d'habitude. Donc ce que je pense, c'est que il y a énormément de problèmes dans ce pays, énormément de problèmes. J'estime que qui sont traités pas toujours de la manière. J'ai eu des discours, j'ai eu des conversations avec le ministre des Finances. Il y a des décisions il y a des décisions qui ont voulu aller dans le bon sens, mais qui sont tombées complètement à côté de la plaque. Dans le domaine de l'immobilier, par exemple, on ne gère pas l'immobilier qui représente je ne sais plus combien du PNB israélien, avec des taxes, avec des mesures négatives, avec des mesures restrictives. C'est un moteur de l'économie israélienne, et c'est pas en imposant les gens, en leur limitant, etc., qu'on va. Donc, effectivement, il y a beaucoup de problèmes à traiter. Le problème de la santé, on pensait qu'avec le ministre Litzman, qui avait également de bonnes intentions, le problème, je pense, Richard, c'est que il y a tellement et c'est le problème des élections aussi, c'est comment des élections, il y a tellement de choses, de promesses qui sont faites aux uns et aux autres, de postes et d'argent, etc., que quelquefois, regardez le problème du Guious, de la mobilisation des Haredim, qui devait être entériné depuis longtemps, et qui ne l'est pas, parce qu'il y a des chantages à la démission de la coalition, encore peut-être un petit peu moins ces dernières années, mais il y a des chantages en permanence. Donc je pense qu'il faut, il faut que véritablement, même si, quoi qu'on en pense, que Israël est sur une voie ascendante, et tous les bilans que nous avons pu faire... Oui, j'allais justement vous dire, dans votre dernier numéro à paraître, vous faites le bilan tous azimuts de 2018, à la fois au plan géopolitique, au plan régional, au plan politique intérieur et économique. Pourquoi vous considérez que 2018 est à ce point clé comme année ? Moi, je pense que c'est une année clé, 2018, parce que beaucoup de choses auraient dû censer se finaliser par rapport à toutes les promesses qui avaient été faites quand Bibi Netanyahou et son gouvernement de coalition, qui comprenait même Israël Beitenou, qui vient de démissionner récemment. Donc toutes ces promesses auraient dû se réaliser, se sont réalisées pour certaines. Il faut savoir que, et je sais pas à vous que je vais le rappeler, Richard, que nous vivons dans un monde extrêmement instable, même si je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, que je ne vois pas, grâce au ciel, de dénouement tragique, mais nous sommes confrontés au Hamas, au Hezbollah, à l'Iran, à la pauvreté. Il est difficile, je pense, dans un pays qui n'a que 70 ans, même si les exits, par exemple, je parle d'économie, c'est-à-dire toutes ces ventes de sociétés israéliennes ont pu rapporter des milliards de dollars, même si les excédents fiscaux ont été énormes, je crois qu'on parle de 20 ou 25 milliards ces 3 dernières années, n'ont pas été affectés aux bonnes personnes. Je pense qu'il faut avoir beaucoup, d'empathie pour ce gouvernement, et beaucoup ne pas le crier à tue-tête, parce qu'on est véritablement dans une économie, dans une société extrêmement contrastée, et qu'une fracture extrêmement importante, où des gens gagnent énormément d'argent et d'autres en gagnent très très peu. Beaucoup de couples qui sont mariés et qui travaillent tous les deux n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et je pense que quelque part, vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi, quand la dernière année, donc 2018, on s'est découvert 15 milliards de shekels d'excédent. C'est extraordinaire. Et le conseiller de Moshe Kahlon m'a demandé, qu'est-ce qu'en Europe on aurait pu faire avec ça ? Mais j'ai dit, écoutez, pourquoi ne pas donner une prime de Hanouka à toutes les personnes âgées qui vivent avec 2500 shekels, quelquefois moins s'ils n'ont pas été salariés. Et non seulement vous allez redonner, alors bien sûr, c'est des choses finalement qui se répètent en Europe, qui sont devenues récurrentes, ces primes, etc. Mais vous allez donner un peu d'espoir, un peu de sourire à des gens qui sont dans le dénuement. Je parle aussi des gens qui ont vécu la Shoah, dont le statut s'est un peu amélioré, les handicapés aussi.
Mais en plus, si vous êtes, je pense, intelligent, c'est peut-être des gens que vous allez vous allier quelque part s'il y a des élections, je ne me suis pas trompé, prochainement. Donc je pense que il y a un manque, autant il y a un manque de créativité, il y a, je veux dire, de la créativité, pardon, au niveau des startups, du médical, etc., israélien. Je pense qu'en matière de politique et d'économie, ça manque un peu de renouveau et d'efficacité, en fait. Oui, d'efficacité, oui, je pense. Vous y faisiez allusion indirectement. Vous ne pensez pas que sur le fond, ces impasses, ces manques, ces ratés et puis ces promesses non tenues sont en fait liées justement au mode de scrutin, au régime, ce qu'on appelle le système politique israélien, qui est le même depuis 70 ans, celui de la proportionnelle intégrale sans circonscription. C'est pas un terme technique, c'est que comme on élit, on dépose un bulletin dans l'urne qui est un bulletin idéologique, on est pour tel ou tel parti ou pour telle ou telle personne. En fait, les députés qui sont élus ensuite n'ont aucun compte à rendre aux citoyens qui les ont élus. Ils appartiennent à telle ou telle famille politique, et puis ils sont coupés du pays réel. Il y a le pays légal, le pays institutionnel est coupé du pays réel. Et ça a des conséquences, c'est que justement, alors qu'Israël est plein de génies, j'allais dire, et de gens, y compris au plan social, qui font extrêmement des choses extraordinaires dans les régions, dans les associations. On dit d'ailleurs que les plus doués des Israéliens ne veulent surtout pas rentrer en politique, ils préfèrent faire du business ou avoir des fonctions dans les associations. Eh bien, ne pensez-vous pas que justement, si on changeait ce système, ça permettrait de renouveler la classe politique, autrement qu'avec des généraux, puisque aujourd'hui, franchement, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la grande nouvelle, c'est les généraux arrivent, mais ça a toujours été le cas. Il y a eu des dizaines de généraux, anciens chefs d'état-major de Tsahal, ou Yitzhak Rabin, le premier. Oui, encore que lui, il a eu une carrière politique qui a commencé très longtemps. Mais il y a eu ces dernières années multiplication comme si de ces généraux, comme si l'armée était le vivier réel de la classe politique israélienne. Alors, évidemment que l'armée joue un rôle socio-politique important en Israël, mais elle ne doit pas combler un vide. Et donc, il est urgent, mais d'après moi, je vous posais la question parce que je crois qu'on ne va pas en parler, mais il est urgent alors qu'il existe depuis 20 ans à la Knesset une commission de la Constitution, une commission qui a prévu de proposer une réforme du système électoral, du système politique. On est dans l'impasse et c'est tout de même essentiel parce que je me souviens qu'au moment où il y a eu à peu près de manière concomitante, il y a quelques années, quand il y a eu le mouvement de protestation sociale pour la justice sociale et au moment de la bulle immobilière pour demander à ce que, comme vous le disiez, les jeunes couples puissent acheter eux aussi des appartements, eh bien, au même moment, il y a un groupe de professeurs et d'intellectuels qui avaient lancé un appel pour une deuxième république israélienne, en disant il faut changer la règle du jeu. C'est bien de se mobiliser pour avoir plus d'argent pour acheter des maisons, mais il faut mobiliser la règle du jeu, changer la règle du jeu. Alors, est-ce que vous pensez que le temps est venu de ça, ou est-ce que c'est encore immature? Non, le temps est venu. Il est clair que je ne sais pas d'abord si on a eu une première république pour en avoir une seconde, mais il est évident qu'il faut changer les règles. Ne serait-ce que, par exemple, même si, j'allais dire, plus de 50% des Israéliens sont satisfaits de Bibi Netanyahou, et les sondages le donnent encore gagnant très largement les prochaines élections, il est évident qu'il est anormal qu'un Premier ministre puisse briguer un 5e mandat. Dans toutes les démocraties, regardez la France, regardez les États-Unis, il y a quelque chose de quelque part dictatorial qui n'est pas tolérable en démocratie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez mis le doigt dessus, c'est que les députés sont élus de manière idéologique, et il n'y a aucun député qui n'est élu parce qu'il représente une circonscription. Ce qui veut dire qu'aucun député ne peut représenter véritablement la Galilée,
le Negev, ou les Bédouins, ou j'allais dire Tel Aviv, ou Jérusalem, etc. Il n'y a pas de député, j'allais dire, régional, ce qui fait que peut-être que l'information, que la détresse, les problèmes ne remontent pas comme il le faudrait. Sans parler de ces structures qui durent depuis 50 ans, qui sont complètement figées. Je parle des partis centraux, etc., où pour rentrer, il est extrêmement difficile. Je crois savoir que on refuse aujourd'hui au fils d'Ariel Sharon de se présenter aux primaires, alors qu'on permet à Yoav Gallant, qui vient juste de quitter Kulanou pour rejoindre le Likoud, lui, pour le faire. Il y a une espèce de protexia au niveau... Le dernier point que je voudrais dire, c'est que, et vous l'avez abordé, c'est les militaires. Je pense que il faut laisser alors bien sûr on pourrait dire que les militaires peuvent apporter en tout cas les généraux, les anciens chefs d'état-major peuvent apporter un vent frais mais je pense qu'ils auraient pu le faire avant. Je n'arrive pas à comprendre les Gantz, les Ya'alon, les Gabi Ashkenazi qui aujourd'hui viennent essayer de cueillir un fruit en fait. Cueillir un fruit alors qu'ils étaient en poste, etc. Moi je dis laissons les synagogues aux rabbins, laissons les casernes aux militaires. C'est Herzl qui avait dit ça d'ailleurs. Ah, je savais pas. Je suis heureux de dans son livre, l'État juif, il a repris ça dans son roman. C'est exactement presque mot pour mot cette phrase. Et voilà. Et si on entreprend cette rénovation de l'appareil politique, de l'appareil aussi judiciaire. Et qu'on redémocratise cette politique israélienne qui, à mon avis, est devenue, mais un petit peu, parce qu'elle est sui generis, elle est comme ça, qui est devenue un petit peu de type dictatorial, bien malgré lui, je pense, pour Bibi, qui recueille toujours depuis, on va dire depuis 12 ans, et bien avant, quand il a été élu la première fois, qui recueille toujours les faveurs de l'électorat israélien, parce qu'on ne voit pas... on ne lui voit pas pour l'instant de successeur, en tout cas de remplaçant. Alors, dernière question, parce que c'est comme un serpent qui se mord la queue. Est-ce que, justement, alors qu'il existe une commission de la Constitution à la Knesset, qu'on parle de changer depuis des années, de changer le système électoral pour l'ouvrir et renouveler la classe politique, est-ce que vous pensez, finalement, qu'est-ce qui va pouvoir convaincre, parce que pour faire ce changement, il y a deux voies. Ou la Knesset vote, ceux qui siègent à la Knesset votent une réforme constitutionnelle. On voit mal s'automutiler, se couper la branche sur laquelle ils sont assis, et donc c'est impensable de voir aboutir cette réforme du système politique. Alors, il y a d'autre part l'irruption d'un mouvement citoyen de masse. Alors, je vous disais, on avait vu des milliers de gens manifester pour les appartements, l'accès à la propriété, et peut-être qu'il faut que l'opinion publique israélienne mûrisse encore, d'élection en élection décevante, décevante au niveau du contenu, qui est jamais abordé, des vraiment débats, des dossiers de fond. Alors il faudra peut-être attendre que l'opinion publique israélienne se fasse justement une opinion sur ce sujet et qu'elle manifeste pour changer la règle du jeu. Quand il y aura un mouvement de centaines de milliers de gens, et peut-être plus encore dans le pays, qui dira dans la rue il faut changer la règle du jeu, peut-être qu'à ce moment-là, ça changera. Mais en attendant, aucun parti, aucun groupuscule ne va changer un système qui les fait vivre et qui les avantage. Oui, vous parliez de nos bilans. L'un des bilans sociaux, si je puis dire, que nous avons fait, c'est qu'on s'est aperçu finalement que l'Israélien a une tendance à ne pas manifester. Même si hier, je peux vous dire que Tel Aviv était complètement bloqué à cause des manifestations des Yotsé Ethiopia, c'est-à-dire les Israéliens d'origine éthiopienne, et à juste titre. On voit souvent dans le pays des manifestations, mais des manifestations qui sont dirigées toujours extrêmement bizarrement contre Bibi Netanyahou, mais jamais pour reprendre les vrais problèmes et les vrais problèmes de la société israélienne. Et mon Dieu, elle n'en manque pas. Donc je pense que ça passe aussi, bien que je sache, comme vous, que les Israéliens sont extrêmement mûrs politiquement, ils ont du mal à faire le pas, à descendre dans la rue pour évoquer les problèmes de fond. C'est des problèmes qui sont liés à des personnes et quelquefois à des problèmes extrêmement, non pas marginaux, mais très, très précis, comme les Éthiopiens, comme les Gilets jaunes.
Donc peut-être que nous avons peut-être besoin en Israël d'un parti des indignés, oui peut-être. Sur cette bonne parole, André, merci d'être venu dans nos studios. Merci à vous. Et nous nous retrouvons dans un court instant pour notre revue de la presse régionale. Comme nous le faisons chaque semaine, quelques extraits de la presse régionale, la presse arabe et des médias arabes. Voici les propos fort intéressants du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, qui ont été rapportés par la chaîne de télévision égyptienne TEN TV et une partie aussi de la presse écrite du pays du Nil. Un extrait qui a été aussi cité, entre autres, par le site israélien d'analyse médiatique Memri. Précisons que les citations que nous allons faire sont des explications que le raïs égyptien a données lors d'une récente session du Forum mondial de la jeunesse qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge et interrogé sur le délicat sujet des pays occidentaux qui sont actuellement en train de fermer peu à peu leurs portes aux immigrants des pays sous-industrialisés. Eh bien, Sisi a répondu par cette phrase intéressante: au lieu de me demander pourquoi l'Occident nous ferme ses portes, vous devriez vous demander pourquoi les Afghans ne prennent pas mieux soin de leur pays. Et il en va de même du Pakistan, de l'Égypte, de la Syrie, de la Libye, de l'Irak, du Yémen et de la Somalie. Selon lui, comme les habitants de ces pays se livrent à des guerres intestines, ils se livrent des batailles entre eux depuis des décennies, il serait déraisonnable de leur part, dixit donc le président égyptien, de s'attendre à être accueillis à bras ouverts par les pays occidentaux tout en escomptant maintenir leur culture d'origine. Après cette introduction, Sisi a poursuivi dans les termes suivants, je le cite: « Chaque pays a le droit de protéger sa population et ses intérêts. Il doit de manière générale être obligé de respecter les droits de l'homme dans un cadre qui lui permettant de préserver ses propres intérêts nationaux. » Or, en ce qui nous concerne, nous les Arabes, nous nous livrons à des batailles et des luttes intestines dans nos propres pays, et ensuite nous attendons des pays qui, eux, travaillent jour et nuit à produire, qu'ils progressent et protègent leur population et leur assurent un certain niveau de vie. Eh bien, nous leur demandons de nous laisser entrer enfin afin de participer à leur succès, de rentrer dans leurs frontières. Et ceci après nous être reposés entre nous dans nos propres pays. Évidemment, ils disent non. Et Sisi de poursuivre: « Je ne suis ni pour ni contre eux, c'est-à-dire ces pays qui ferment leurs frontières, mais j'essaie d'être objectif et juste face à cette question. » Et il précise: « Nous devrions faire notre autocritique. » Ce qui est intéressant de la part d'un leader d'un grand pays arabe comme l'Égypte. « Protégeons-nous nous-mêmes et protégeons nos propres pays. » En voulez-vous aux dirigeants de l'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, de tout autre pays européen d'avoir fermé leurs frontières pour protéger des acquis obtenus en de longues années? Vous attendez-vous à ce qu'ils nous ouvrent leurs portes alors même que nous exigeons de préserver notre propre culture quand on arrive chez eux? Nous exigeons de conserver notre culture qui risque d'être si différente de l'éthique du travail de ces pays. Vous exigez d'entrer chez eux avec votre culture que vous considérez comme non négociable. Vous dites: nous sommes ainsi et vous devez nous accepter au nom du respect des droits de l'homme. Mais c'est là une attitude erronée, remarque Sisi. D'ailleurs, si vous vous rendez dans un autre pays en tant qu'invité, ou en tant que touriste, d'une certaine manière, vous devez chaque fois respecter scrupuleusement ses lois, ses coutumes, ses traditions et sa culture. Vous devez les respecter pleinement, répète le président égyptien. Si cela ne vous convient pas, alors ne partez pas là-bas. Ne vous attendez pas à ce qu'ils vous ouvrent leurs portes pour que vous entriez dans leur pays et leur causiez des problèmes. Et il conclut en disant ceci: vous ne cessez de multiplier vos luttes intérieures depuis 40 ans dans le monde arabe, et vous attendez de l'Occident qu'il vous ouvre ses portes. Impossible. Si vous voulez résoudre les problèmes, vous devriez les résoudre dans vos propres pays. C'est pourquoi je dis aux Égyptiens, de manière claire et nette, qu'il ferait bien mieux de s'occuper de leur propre pays. Fin de citation. C'est à présent la fin de notre magazine hebdomadaire. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.